Élection présidentielle au Mali. Un second tour aura bien lieu au Mali le 12 août prochain. En attendant, c'est un entre-deux tours agité qui se profile. Avec nous pour en parler, le sociologue Mohamed Amara. Vous êtes également auteur notamment du Mali rêvé aux éditions L'Harmattan. Bonsoir. Bonsoir. Et Ousmane Diaye, bonsoir, ancien correspondant au Mali. Vous avez couvert les deux élections maliennes en 2013 et celle-ci. Et vous êtes aussi chef du service Afrique à TV5 Monde. Alors on connaît depuis 24 heures maintenant les résultats du premier tour de la présidentielle au Mali. Ibeka est en tête, comme on peut le voir sur ces images, avec 41,42%, 17,8% pour Cissé. Même configuration qu'en 2013 d'ailleurs, avec encore plus d'écart entre les deux hommes cette année. C'est surprenant, non ? Non, c'est pas surprenant du tout. C'est plutôt le match de 2013 qui se rejoue cette année. Il faudrait voir maintenant, c'est ça qui est important, comment ceux qui se sont abstenus, parce que le taux de participation est important cette année, c'est 43% quand même, c'est énorme. Comment ceux qui se sont abstenus, on peut les convaincre davantage de voter au deuxième tour, quoi. Et pourquoi cette abstention ? Cette abstention, c'est lié au contexte, qui est un contexte quand même où le narcoterrorisme a pris quand même la place, où aussi c'est un contexte d'un pays aussi qui est en guerre contre les narcotrafiquants. Je pense que c'est ça. En plus de ça, il y a aussi les menaces djihadistes qui planent sur le pays. On a vu aussi que dans certaines zones du Mali, comme le centre et le nord, les différents électeurs n'ont pas pu voter. Ousmane, l'insécurité a bon dos, comme on dit ? Je pense que l'insécurité a vraiment bon dos parce que de toute façon, les taux de participation au Mali ont toujours été historiquement très très bas. La participation politique est très faible. Je pense d'ailleurs c'est l'un des grands problèmes de la démocratie malienne. Je pense que quand vous prenez aujourd'hui le corps électoral malien, on a 8 millions d'électeurs sur un pays de 17 millions d'habitants et le président, qui qu'il soit, il va être élu au grand max avec 2 millions de voix, c'est-à-dire avec même pas 2% du corps électoral, ce qui pose de vrais problèmes, un vrai problème de légitimité de l'action au présidence du futur président. En plus, sans compter que c'est un pays où on est dans des régimes vraiment présidentialistes, pour ne pas dire monarchiques. Tous les pouvoirs sont concentrés à Koulouba, comme on dit, la colline du pouvoir. Donc je pense qu'il y a un décalage entre le système politique et en même temps la participation politique. Il y a un écart. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu le poids du religieux également dans ce scrutin ? Bien sûr que oui, il y a eu le poids du religieux. C'est quand même le troisième ou le quatrième, parce que les deux sont à peu près ex aequo. Le troisième candidat, Aliou Boubacar Diallo, qui est quand même le candidat soutenu par un des grands religieux du Mali, qui est Bouillé, dans le cercle de Nioro du Sahel. Eh bien, c'est celui qui arrive en troisième. Donc il y a un poids religieux, même si les Maliens ou les Africains ont du mal à le reconnaître, qui a quand même pesé lourd dans cette élection-là. Maintenant, comment le futur président va s'en servir pour rétablir une certaine laïcité, une certaine forme de neutralité institutionnelle, c'est tout le challenge, parce que durant quelques années, on a laissé la place aux religieux. Il y a eu un abandon de l'espace démocratique qui a été occupé par ces différents acteurs-là. Et qu'il faudra maintenant, il faut que tout ça revienne dans un giron qui est un giron démocratique. Aliou Diallo, faiseur de roi, mais aussi, il y en a d'autres également, des faiseurs de roi. Je pense que c'est Aliou Diallo et Diarra qui sont les faiseurs de roi. La trajectoire politique de Diallo est assez étonnante, parce qu'il arrive troisième, c'est une surprise. Je pense qu'il arrive troisième, comme le dit Mohamed, grâce au soutien du shérif de Nioro, qui est une des figures politiques, qui est une des figures religieuses importantes du Mali, qui avait soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta pour qu'il gagne. Je pense qu'il y a quelque chose qui est schématiquement, le Mali se trouve pris entre deux pôles religieux. L'espace public est pris entre deux pôles religieux au nord. La moitié du pays est défigurée par un totalitarisme religieux, un fondamentalisme terroriste djihadiste armé. Au sud, on a ce que moi j'appellerais les religieux républicains qui ont commencé, je pense que depuis à peu près les années 2000, avec la fameuse loi, le fameux code de la famille, où qu'ils ont empêché de
de passer. Depuis ce moment, les politiques se sont installés durablement à la fois dans l'espace public et dans l'espace politique et mènent le débat. La parole des religieux est plus légitime que la parole des politiques. Il faut voir, il y a Diallo, certes, qui coiffe tous les politiques historiques. On a un candidat religieux de seconde zone, mais qui quand même réussit à dépasser un candidat politique historique comme l'ancien Premier ministre Sidibé. Donc je pense que le poids du religieux a pris de façon une place très importante et durable. Alors en attendant ce second tour, l'opposition crie à la fraude. Est-ce que ça peut perturber la tenue de ce second tour de la présidentielle le 12 août prochain ? Je pense que pour le Mali et pour l'Afrique, ce ne serait pas intéressant d'avoir une perturbation électorale au second tour. Le pays est dans une situation qui est une situation un peu critique. Et donc, c'est vrai qu'il faut dénoncer les situations de fraude électorale, de tripatouillage, pour qu'au deuxième tour, ces situations ne se représentent pas. Et ça nécessite l'implication de l'ensemble des acteurs. Mais il ne faudra pas que ces situations-là empêchent la tenue de l'élection. Parce que ne pas avoir une élection présidentielle, ça peut nous précipiter dans des situations que personne ne souhaiterait avoir au Mali pour des raisons que nous connaissons tous, qui sont liées par exemple au fait qu'en 2012, quand il y a eu la crise au nord, un groupe militaire a pris les armes et a débarqué le président Amadou Toumani Touré. Il ne faut pas qu'on arrive dans ces situations de confusion générale qui font que certains en profitent pour prendre le pouvoir. Et comment, Ousmane Diaye, vous voulez réagir ? Après, il y a un problème de fond. Pour moi, c'est la responsabilité du pouvoir exécutif en place d'organiser les élections. C'est la Constitution. Je pense qu'en Afrique, il faut qu'on cesse de vouloir nous dire oui, on ne peut pas organiser les élections, donc il faut chercher d'autres solutions alternatives. Je pense que les constitutions sont faites pour être respectées. Si un pouvoir qui sait que pendant 5 ans, il doit organiser des élections est incapable de les organiser, il y a un problème. Et puis deuxième chose, forcément, on savait peu ou prou que l'élection n'allait pas être organisée dans des conditions maximales. Il faut toujours rappeler que ce gouvernement et ce pouvoir n'a pas pu organiser les élections locales pendant 5 ans. Les élections locales ont été repoussées plusieurs fois. Et tout d'un coup, on ne peut pas organiser les élections locales pour des raisons d'insécurité, pour des raisons matérielles, et on peut organiser les présidentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il aurait fallu reporter cette... Non, il n'aurait pas fallu reporter. Il aurait fallu créer les conditions d'une élection libre et démocratique à temps et en heure. C'est ce que dit la Constitution. On ne peut pas se contenter, parce que le Premier ministre malien, Soumaïlou Boubèye Maïga, a clairement dit que l'élection ne peut pas être parfaite. Est-ce que les citoyens maliens peuvent se satisfaire d'une élection imparfaite ? Quelle est la part d'imparfait dans les résultats que nous avons ? Ça, c'est des questions qui créent une crise de confiance, une crise électorale. C'est les ingrédients, c'est le nœud d'une crise électorale qu'on voit arriver. 767 bureaux de vote ont été privés d'élection lors de ce premier tour, soit 3,3% du total. Comment ça va se passer alors lors de ce second tour avec ces bureaux de vote qui n'ont pas pu voter ? Je ne sais pas si le pouvoir actuel aura le temps de corriger tout ça, mais ce serait bien que ceux qui n'ont pas pu voter au premier tour puissent le faire au deuxième tour. Est-ce qu'ils ont le temps matériel pour le faire? Ça, c'est une autre question. Parce que si ça ne se fait pas, il y aura des frustrations et c'est là que viennent en général les crises. Ce sont des frustrations qui seraient à la cour. Maintenant, les 716 bureaux où on n'a pas pu voter, je pense qu'il y a eu les menaces, il y a eu les attaques. Il faudra que l'État maintenant reprenne un peu les choses en main, c'est-à-dire qu'il faut que ces endroits-là soient davantage sécurisés et que les gens puissent exercer leurs droits citoyens. C'est vraiment fondamental pour éviter toute forme de contestation post-électorale. Alors la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé les résultats, on attend cette validation. En même temps, en 2013, 11 recours avaient été déposés, aucun n'a abouti. Est-ce que les Maliens ont de quoi se fier à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, à raison de se fier à son impartialité? C'est ce que disait Ousmane Diaye, je m'inscris fondamentalement dans ce qu'il disait. La Cour constitutionnelle, c'est la Cour constitutionnelle. C'est une institution légale qu'on doit respecter, quel qu'en soit ce qu'elle va dire, d'autant plus qu'elle est quand même composée des gens qui sont honnêtes, qui ont été mis là, parce qu'il y a une certaine honnêteté, parce qu'il y a une certaine compétence. Maintenant,
là, à partir de la décision de la Cour constitutionnelle, à refuser de reconnaître la décision, il y a un grand écart. Peut-être après l'élection, il faut révoquer, il faut changer ces différents membres, ces 9 membres de la Cour constitutionnelle. Mais pour l'instant, pour le respect de l'institution, il faudra respecter leurs décisions. C'est ce que je pense. Je ne prêche pour personne, mais fondamental, je pense que d'un point de vue démocratique, ça a un sens si on se dit tous démocrates. Alors, on parlait de Aliou Diallo tout à l'heure et de Cheikh Modibo Diarra, l'ancien Premier ministre. À qui peut profiter les reports de voix, les jeux des alliances, comme on dit ? Enfin, moi, je pense que le jeu des alliances, je ne sais pas trop, mais il est évident que le pouvoir en place part avec un avantage, c'est-à-dire les moyens matériels, quoi qu'on puisse dire, ne se leurront pas. On est dans un pays où la question des moyens politiques est très importante dans la négociation politique. On négocie d'abord des postes, on négocie d'abord des groupes parlementaires, etc. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la majorité sortante part avec un avantage. Par contre, il ne faut pas mésestimer, sous-estimer cette lutte commune que les opposants ont eu. À un moment donné, il y a eu des signes de répression, ils ont fait face ensemble. Il y a eu quand même un pacte tacite entre les opposants de soutenir celui qui est le mieux placé. Mais en tout cas, par contre, on est en politique, on sait ce que valent les promesses. Donc oui, on nage en totale incertitude et je pense que ça va se jouer à un marchandage qui va malheureusement plus relever des questions tactiques et matérielles que des convergences d'idées, des convergences de projets politiques. Et même si IBK venait à remporter le second tour de cette présidentielle, est-ce qu'il n'y aurait pas de toute manière un problème de légitimité quelque part ? Moi, j'ai toujours dit que cette élection, c'est l'élection de l'incertitude. Il y a toujours des protestations post-électorales. On le connaît en Afrique, on voit ce qui se passe au Zimbabwe, ailleurs. Mais par contre, peu importe qu'il s'agisse du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta ou Soumaïla Cissé, si l'un des deux est élu ou réélu président, je pense que chaque camp a intérêt à respecter le verdict des urnes. C'est vraiment important. Parce que le Mali, aujourd'hui, n'a pas besoin d'une instabilité de plus. Pourquoi ? Parce que les gens ont d'autres chats à fouetter. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, le problème, c'est quoi ? C'est ça, les tendances lourdes aujourd'hui, quand on parle de tendances. Les gens ont faim, ils ont envie de manger. Il y en a qui veulent juste avoir les 3 repas quotidiens. Il y en a qui veulent juste que leurs enfants étudient dans une certaine sérénité. C'est ça le problème. C'est la question de l'éducation, c'est la question de la santé et de la justice. C'est ça les tendances importantes aujourd'hui au Mali dont on ne parle pas. L'élection, elle va se faire, elle va passer, mais il y a autre chose. Et donc, pour répondre clairement à votre question, on n'a pas intérêt à gérer des contestations post-électorales, en tout cas après le 12 août. Août prochain. Et ce sera le dernier mot, Mohamed Amara. Merci. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci aussi à Ousmane Diaye, chef du service Afrique à TV5 Monde et ancien correspondant au Mali. Merci.